Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette première émission, rencontre avec un patron bien connu des romans pour son franc-parler, mais aussi pour ses enseignes qui perdurent un petit peu partout en Suisse depuis plus de 30 ans. Maintenant, on va tenter de comprendre aujourd'hui ce qui l'anime, le passionne et aussi ce qui l'agace parfois. Bonjour Guillaume Morand. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette première émission de B2B. Vous êtes le big boss de Pompidup, spécialisé dans la vente de chaussures dans 5 grandes villes. Vous êtes présent, il y a aussi la solderie, Neverland, Pompes Funèbres. Pour mieux comprendre votre parcours, je propose de remonter un petit peu le temps. 1986, vous êtes diplômé de HEC. Pourquoi une école de commerce ? Parce qu'après le bac, je ne savais pas exactement que faire. Je me posais des questions. J'avais un souhait d'aller faire l'agronomie à Zurich. Et tout d'un coup, je me suis dit non, je ne sais pas si je veux me cantonner dans une spécialité. Je vais prendre un truc assez large qui ne dure pas trop longtemps. Et je suis arrivé sur les hautes études commerciales à Lausanne, HEC, qui durait à l'époque 3 ans. Et ça me satisfaisait assez bien. Vous étiez déjà passionné par l'entrepreneuriat, la finance. Qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez à HEC ? Mon père était un entrepreneur, il était indépendant, donc j'avais un peu baigné dans ces histoires d'indépendants. Mais lui, il était dans l'industrie. Moi, je suis arrivé à HEC, j'avais 18 ans, je pensais plutôt à faire la fête et à m'amuser avec les étudiants que me mettre vraiment dans la peau d'un businessman, quoi. C'est venu plutôt en fin des études, quoi. Donc, vous écoutiez d'une oreille en course, vous étiez un élève doué ? J'ai fait un parcours assez sans faute jusqu'au bac. Et puis à l'Uni, moi, je suis tombé amoureux d'une fille qui était en lettres. Ça m'a pris quand même pas mal de temps mais ça a marché. Et là, j'ai perdu une année. Donc, j'ai fait HEC pour finir en 4 ans. Puis ça s'est bien passé. Alors qu'à la base, il y avait l'idée de faire HEC parce que c'était un petit peu plus court que l'Uni quand Ouais. même. Et puis là, l'amour a pris le dessus. Bon, c'était la plus belle des lettres, de la faculté des lettres. Donc, Ça valait une elle a année plus cool, supplémentaire elle a plus cool, d'HEC. elle a plus cool. Ouais. Alors, vous sortez d'HEC, diplôme en poche. Vous allez chez Tetra Pak Oui. comme analyste financier. Quel souvenir vous gardez de cet emploi ? Alors, un très bon souvenir, parce que l'ambiance était spécialement cool. Une ambiance à la scandinave, des gens qui se tutoient à tous les étages, même jusqu'au grand CEO. C'était dans les locaux de rêve à Puy, au bord du lac. Donc, à midi, on pouvait aller se promener à Ouchy. Donc, vraiment des bons souvenirs. Maintenant, j'ai aussi gardé le souvenir que c'était une entreprise qui était, dont tous les managers étaient suédois. Et que si vous n'étiez pas suédois, c'était peut-être plus dur de gravir tous les échelons. C'est pas pour ça que j'ai arrêté, mais voilà. En tout cas, c'est une entreprise dynamique, leader mondial. C'était assez sympa. Et au siège mondial, donc j'ai quand même appris pas mal de choses. Donc, vous quittez Tetra Pak. Oui, Vous allez rejoindre votre sœur c'est ça. qui est en train de cofonder un magasin mythique en Suisse romande, un magasin de vêtements qui s'appelle Maniac. Exactement. Là, c'est un petit peu vos débuts dans le commerce de détail. Alors en fait, quand j'ai rejoint ma sœur, elle n'avait pas encore ouvert la première boutique. Et Maniac était une marque d'habits qui était diffusée dans toute la Suisse aux boutiques branchées de l'époque, les boutiques New Wave qu'il y avait à Berne, Zurich, etc. Donc en 86, quand je suis arrivé, il n'y avait pas encore la boutique. Et la boutique Maniac a été créée en 87. Et moi-même, j'étais venu dans cette petite structure en tant pour m'occuper de l'administration et tout. Maintenant, c'était une petite structure qui faisait un chiffre d'affaires relativement faible. Il n'y avait pas énormément de travail. C'est pour ça que j'en suis venu tout d'un coup à dire pourquoi je vais m'occuper d'un petit secteur de chaussures, qui était le tout début, donc au Rotillon à Lausanne. Justement, quand on passe d'une multinationale comme Tetra Pak à une petite entreprise qui est en train de naître, on trouve ses repères, c'est l'économie réelle. Alors, c'est sûr que ça n'a plus rien à voir. Là, avant, je faisais des compilations de rapports financiers à toutes les filiales du monde de Tetra Pak. Et je suis arrivé à faire ma première commande de chaussures. Si vous voulez, avant le détail, je m'étais lancé dans le grossiste. J'étais grossiste, parce que j'avais remarqué qu'il y avait des marques qui marchaient très bien à Londres. Il n'y avait pas Internet à l'époque, évidemment. Et puis, j'avais pris ces marques pour les revendre. Donc, c'est sûr que je passais sur des comptes de milliards à ma première commande de 200 paires de chaussures que j'ai fait avec joie. Ouais. Ça changeait. Avril 89, donc la première boutique Pompes Funèbres est née.
C'est pas anodin dans la dynamique de l'entreprise parce que c'était dans le quartier du Flon, fond En fait, c'était au Retillon. C'était Retillon. l'ancien quartier branché qui était juste avant le Flon. Ouais. Musique pop, électro. Donc il y avait toute une dynamique à cette époque. C'est une époque vraiment charnière au niveau de la mode et de la musique parce qu'on quittait en fait les époques New Wave, des Clash et de toute cette époque New Wave pour arriver dans deux styles musicaux qui allaient bouleverser toute la planète et qui le bouleversent encore actuellement, qui sont les deux mouvements musicaux qui règnent depuis 30 ans maintenant. C'est le hip-hop d'un côté et l'électro de l'autre. Donc c'était l'émergence de ces deux mouvements. Donc c'était assez passionnant parce que il y avait justement dans ce quartier du Retillon et après les années suivantes dans le Flon, euh, plein de gens qui venaient du mouvement hip-hop et aussi toute la scène électro qui naissait avec des gars comme Jamming, Mandrax, etc. quoi. Vous les avez découverts en Suisse, vous l'avez découvert en Suisse, ce mouvement, parce qu'on a quand même zappé une étape peut-être importante, une année sabbatique où vous avez pas mal voyagé, notamment à New York. Alors oui, alors à l'époque là c'était même quand j'ai commencé ce voyage, il n'y avait même pas encore de hip-hop. C'était vraiment la fin du New Wave. Ces mouvements sont vraiment nés en Suisse, quoi, avec quelques personnes qui se sont tous rassemblés au Retillon. Il y avait notamment le groupe Sens Unique qui faisait leur premier disque que mon frère, avec un label qui s'appelait Maniac Records, avait produit. Et puis il y avait Jamin, donc Mr. Mike, quoi, qui officine toujours comme DJ en Suisse, qui aussi commençaient leur premier disque d'électro. Donc, elles étaient tous dans ce petit quartier du Retillon qui, juste des années après, s'est bougé au Flon. Quoi. Donc Une justement, époque assez passionnante. la boutique qui se développe, quels sont vos modèles à ce moment-là? Est-ce que vous avez des entrepreneurs en tête ou plutôt des artistes et une culture? Alors, Carlos de Sens Unique, c'était mon meilleur pote, donc j'étais aussi très proche de ce milieu hip-hop qui venait de Renan, hein, parce que le centre-ville, il n'y avait pas tellement de gens hip-hop, c'est venu vraiment des banlieues de Lausanne. Et puis autrement, quand j'ai commencé la chaussure, il y avait très peu de gens. Moi, à l'époque, il y avait une forte demande pour les Doc Martens et les Converse All-Star. Et, mon modèle, en Suisse allemande, c'était une boutique de Zurich qui s'appelait Booster. C'est là où je m'approvisionnais en Doc Martens. Et à Genève, il y avait cette célèbre boutique qui avait un joli rayon de chaussures qui était Freedom Surplus à la rue Sismondi, au Paquis, qui avait un très joli choix de Doc Martens. Donc à Genève, j'avais pris comme modèle Freedom Surplus, mais évidemment, j'ai essayé de faire mieux. Donc C'est le but. c'était nouveau de voir des chaussures comme ça débarquer en Suisse romande. Vos clients, c'était qui? Ah ben alors, si vous voulez, moi, je me suis tout de suite spécialisé un peu sur les chaussures qui étaient les plus demandées par les gens. Et à l'époque, c'était très dur. Les Doc Martens, il n'y avait que quelques points de vente. Et puis, en 89, il y a une chaussure qui était déjà très, très à la mode, qui est devenue hyper à la mode. C'était la Converse All-Star. La célèbre Converse, la C'est classique. toujours d'ailleurs indémodable. Qui est revenue, qui a eu des vagues. Et à cette époque, en Suisse romande, il n'y avait plus un magasin qui avait des All-Stars. Donc, je suis parti, j'étais dans Benelux, je suis trouvé chez Benelux, Converse Benelux, la possibilité de commander des milliers de paires de All-Star. Donc, je suis devenu avec ce petit magasin au Retillon de 25 mètres carrés, un peu le roi du pétrole de la chaussure, parce que j'avais des Converse. Et le samedi, on vendait que des Converse. Et c'était le Bordeaux, ils voulaient tous du 8,5, les gars. C'était un gars rentré dans la boutique et je disais Converse, Bordeaux 8,5. Il disait oui, ok, tiens. C'était dingue. Et donc ça a donné des idées à d'autres aussi. Bah après, si vous voulez, j'étais arrivé dans un monde de la chaussure où il y avait un gros décalage entre une boutique branchée comme la mienne et les grands chausseurs traditionnels. Donc les chausseurs traditionnels m'ont vu arriver, ils ont été surpris. Et ça leur a pris quand même pas mal d'années à comprendre. Donc ça m'a laissé pas mal de temps et pas mal d'exclusivité sur des grosses quantités. Hein. C'était pas des exclusivités de 12 paires comme on nous envoie maintenant. C'était des exclusivités de milliers de paires. Donc ça m'a laissé de temps cette avance sur les chaussures traditionnelles. Parce que vous étiez tout petit au début, un peu un marché de niche, donc pas vraiment des concurrents pour la grande distribution. Mais vous avez grandi avec Pump It Up d'année en année, jusqu'à 20 points de vente, je 16 crois, en ou Suisse. 18, ouais. Donc vous avez commencé à être un concurrent sérieux, du coup, pour... Ouais, et puis ces deux modes musicaux ont fait que les jeunes recherchaient des chaussures très spéciales. Et puis après, j'ai été le premier à pouvoir travailler avec Nike et Adidas, qui n'étaient pas un magasin de sport. Donc après, c'est sûr que les grands, en plus, je distribuais aussi la marque Travel Fox et Patrick Ewing, qui étaient les baskets hip-hop pour les breakers.
Donc, c'est sûr que les grands, ils ont commencé à passer dans les magasins, à voir ce que je faisais, et puis un peu, mais ça a pris 3, 4, 5 ans où j'étais assez quand même plus quoi, pour qu'ils s'y mettent, parce qu'ils avaient des structures quand même assez rigides, alors que nous, on était une petite structure très souple qui pouvait suivre, la mode au plus près, quoi. La souplesse, on a l'impression que vous l'avez toujours gardée, malgré une entreprise qui grandit. Ouais, alors moi, j'ai toujours fait pour être, pour avoir un maximum de souplesse. C'est peut-être pour ça qu'on n'est pas encore totalement informatisé. On est très rapide. On peut recevoir 10 palettes de chaussures cet après-midi et demain matin, elles sont dans les magasins, quoi. On s'embête pas avec des milliers de codes barres, des QR codes, etc. Donc, on a une gestion très efficace. J'ai l'impression que c'est un peu difficile de vous définir justement. Est-ce que vous êtes un grand groupe, une PME, une petite entreprise, Une PME. une PME? PME, parce on est qu'au niveau suisse, et puis maintenant on voit dans la distribution, on a affaire, nos concurrents sont des groupes énormes. Donc là, je parle de Foot Locker j'ai fait des milliards de chiffres d'affaires, ou Snipes à Genève, ou Oxner qui fait partie du même groupe, c'est aussi des milliards de chiffres d'affaires. Donc on est des nains par rapport à nos concurrents. Et, malheureusement, des boutiques branchées dans la chaussure, il y en a beaucoup qui ont disparu et il n'y en a presque plus, quoi. Pour vous démarquer aussi face aux autres, vous avez des arguments qui tiennent clairement la route, comme par exemple la politique des soldes avec les magasins La Solderie. Chez vous, les soldes, c'est toute l'année. Oui, les soldes, c'est toute l'année parce on remarque qu'avec l'effet Internet, les gens recherchent énormément le prix. Donc, au lieu de faire des actions comme le Black Friday, ou bien des trucs où on fait des soldes sur tout, on a une politique de soldes toute l'année. Les gens peuvent venir chercher des chaussures qui sont toujours à 50%. Donc, on a une grosse clientèle à Genève et à Lausanne de ces soldes, ça marche bien. Et autrement, pour se démarquer des autres concurrents, on essaie d'avoir le plus grand choix, le meilleur choix, et d'avoir taille et demi-taille dans le magasin. Et le petit plus, c'est évidemment le service à la clientèle, la bonne musique, une bonne équipe, possibilité de ramener la marchandise, etc., quoi. Actuellement, combien de collaborateurs pour quel chiffre d'affaires chez Pompidop? Alors, chiffre d'affaires Covid ou pas? Avant, en temps Alors, en normal? 2019, on a fait 14 millions de chiffre d'affaires. Mais il faut bien se rendre compte que on avait déjà beaucoup baissé avec l'effet Internet de Zalando, principalement, qui a pris un énorme marché en Suisse. Donc, on avait déjà pas mal baissé par rapport à nos meilleurs chiffres d'affaires, qui étaient autour de 23 millions il y a pas si longtemps, en 2014-2015. Donc, si vous voulez, on avait fait 30% de baisse, 25% de baisse jusqu'à 14 millions. Et puis là, l'année passée, donc cette année 2020, cette fameuse année Corona, eh ben, on s'est repris 25% dans les dents. Donc là, si vous voulez, on a fait 10 millions de chiffre d'affaires l'année passée. On parlera Ce qui est justement mauvais. du coronavirus avec Elliot tout à l'heure, un des Ouais. mesures de la Confédération pour le commerce de détail. Aujourd'hui, vous êtes toujours là. Il y a la bulle Internet, il y a les géants d'Internet, mais vous êtes encore là et ça a l'air de marcher. Est-ce que c'est pas la preuve qu'il y a une place finalement pour tout le monde sur le marché des vêtements? Alors, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, que les gens sont fidèles aux magasins où ils trouvent vraiment un bon choix. Mais le futur s'annonce difficile, notamment, je le vois par l'appétit des fournisseurs à vendre eux-mêmes leurs marchandises. Je pense que le danger pour mes prochaines années, c'est que les fournisseurs suivent le modèle Nespresso, c'est-à-dire qu'ils vendent tout de A jusqu'à Z et qu'ils veulent supprimer. Ils ont vu qu'avec Zalando, ça marchait. Donc, je crains un peu que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que les fournisseurs se gardent les bons modèles au lieu de les donner aux détaillants pour les vendre eux-mêmes sur leurs canaux de distribution. Est-ce qu'une marque très forte comme vous avez, Pompidop, la solderie, Pompe Funèbre, est-ce que ça peut permettre de résister dans les 10-15 prochaines années dans la place? Alors, c'est très dur à dire. Moi, c'est très dur à faire des prévisions. Le commerce de détail est laminé. On a eu des dizaines et des dizaines d'enseignes suisses, des énormes enseignes qu'on pensait jamais qu'elles allaient disparaître, qui ont disparu, comme Charles Feugelet pour les habits, Karl Feugelet les chaussures. On a vu aussi Interio qui a disparu, qui a été racheté par XXL. La même chose pour Meubles Pfister. Donc maintenant, qui sait ce qui va se passer dans les 2 prochaines années? C'est très dur. Selon vous, une clé peut-être de réussite, ou du moins pour avancer un petit peu, c'est de sensibiliser les gens d'acheter local? Alors, c'est sensibiliser les gens à... Ouais, Pas grave, évidemment. le mot de censure. Sensibiliser les gens
au fait que, il faut savoir que dans la mode, dans la chaussure et les habillements, le modèle Zalando, c'est 60% de retour marchandises. Donc en 2019, c'était 17 millions de paquets envoyés, 10 millions de retournés. Et là, malheureusement, ni les écolos, ni les grèves du climat, ni personne ne relève cette aberration des retours dans la mode, qui est une catastrophe pour l'écologie. Donc j'espère qu'un jour, avec toutes ces histoires sur le climat et tout, qui sont un réveil pour cette lutte contre le climat, qu'on va aussi se réveiller sur ces ventes Internet qui font que de voyager d'Allemagne, parce qu'évidemment qu'il n'y a pas de dépôt en Suisse, de Zalando, parce que les coûts sont trop chers, donc ça fait partie de leur business model. Donc j'espère qu'il y aura un réveil écologique sur ces retours, en tout cas dans la mode, parce qu'ils sont beaucoup trop importants. On entend beaucoup de rumeurs sur ces retours. Est-ce que les habits sont détruits? Est-ce qu'ils sont reconditionnés? Vous le savez? Alors, je pense que quand les habits n'ont pas beaucoup de valeur, ils sont détruits parce que la logistique coûte plus cher. Maintenant, quand c'est une paire de chaussures à 200 balles, j'ose espérer qu'ils essayent de la revendre, mais je ne suis pas dans le secret d'Amazon et de Zalando, là. On revient un petit peu à vous, Guillaume Morand, avec le 5 sur 5. Je vous propose d'y jouer. Je vais vous donner 5 mots. À vous de me dire spontanément ce que ça vous évoque. Voyage, déjà. Voyage, c'était mon meilleur moment cette année. J'étais 10 jours en Grèce. Waouh, c'était bien de sortir de cette paranoïa du corona, quoi. Internet, on en a déjà parlé. Internet, alors je l'emploie beaucoup avec Facebook pour mes campagnes politiques, etc. C'est un peu mon canal de communication. J'en parle aussi pour raconter des histoires, des gags et tout. Donc je suis pas mal sur les réseaux sociaux. Et puis au niveau de la boîte, on est évidemment sur Insta, Facebook, on a un site. Entrepreneuriat. Entrepreneuriat, c'est malheureux à dire, mais je pense que cette année Corona, elle aura fait qu'il y aura moins de gens qui voudront se lancer dans des petits business, parce qu'on a vu que ceux qui ont le plus morflé dans cette crise sont les petits indépendants, etc. Que ceux qui ont été protégés ont plutôt été les gens qui étaient fonctionnaires ou dans les multis. Donc l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de génial, je le conseille à tout le monde, il faut y aller. Quand on a une bonne idée, il faut garder son cap. Mais c'est un peu triste de voir cette année 2020 où justement les indépendants, ils ont été mal lotis, quoi. Si on enlève le coronavirus, si on veut lancer une entreprise aujourd'hui en Suisse et qu'on n'est pas dans un domaine très pointu dans la tech, est-ce que le terreau est bon pour se développer? Vu qu'il y a une telle concentration de tout à tous les niveaux, au niveau que des grands groupes, je pense qu'il y a toujours des petites niches qui peuvent être exploitées et qui sont bien. Il faut être à l'éveil des gens. On a vu aussi d'acheter pour la nourriture, que les paysans, la vente directe, tout ça, ça a très bien marché. Donc je pense que le fait d'avoir une si grosse concentration avec peu d'acteurs laisse toujours la possibilité d'avoir des bonnes idées dans des niches, dans des trucs traditionnels, même la vente du pain, si le pain est bon, s'il est meilleur que les autres, ou des chaussures ou n'importe quoi. La question se pose souvent quand on voit quelqu'un qui a une bonne idée. Quelle est la taille à ne pas dépasser pour rester une entreprise à vocation locale? Alors moi, ce que je conseille, c'est de commencer le plus petit possible, avec le moins de frais possible, avec le moins de charges possible, et puis après, voir les opportunités et voir ce qu'on aspire à devenir. Moi, il y a 15 ans, je voulais m'expandre. Maintenant, je veux plutôt réduire. Ça, c'est à chacun à voir. Maintenant, s'il y a des places à prendre, mais ce que je conseille vraiment, c'est de ne pas péter plus haut que son cul, de commencer tout petit et de réinvestir tout l'argent qu'on a gagné dans le business même, sans griller de l'argent pour rien. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne m'étais pas mis au départ à dépenser des centaines de milliers de francs dans l'informatique, parce que tout était réinvesti dans l'achat de chaussures, le truc le plus vital pour l'entreprise. Vous avez un exemple en tête d'une entreprise suisse qui a su rester vraiment à taille humaine? À taille humaine, je pense qu'il y en a beaucoup, oui, il y en a beaucoup. Alors qu'elles auraient pu s'expandre de manière... Euh, j'ai pas. Pompidou, par exemple, on est resté à taille humaine, même si c'est devenu assez grand. Et je pense Par choix? que c'est par choix, oui. Je pensais à développer quelque chose en Espagne, etc. Après, j'y suis vite revenu, heureusement.
Je voulais attaquer d'autres pays parce qu'on cartonnait. Tout ce qu'on ouvrait, ça cartonnait. Mais j'ai bien fait d'aller tranquille. J'avais quand même 4 magasins à Zurich. J'en ai plus qu'un parce que les loyers sont exorbitants là-bas. Donc, heureusement, j'ai fermé ces magasins. Euh, pour ma part, je me sens assez bien dans la décroissance de mon business. Pas de toute l'économie, on est bien d'accord. Mais je me sens assez bien. J'ai fait des enfants relativement tard. Ils sont en bas âge. J'ai un max de temps pour eux. Là, je viens de prendre 2 semaines. J'ai fait du ski de fond dans le Jura avec eux tous les jours. C'était le rêve. Est-ce que la décroissance, c'est pas un peu antinomique Bah, pour une si vous entreprise? voulez, maintenant on arrive à un stade où, avec ce réchauffement climatique, cette croissance à tout prix, il va falloir en parler. Je ne suis pas un adepte de la décroissance active, mais à un moment donné, ce qu'il y a en Suisse, c'est qu'on a une croissance démographique qui fait qu'on aura toujours une croissance économique. C'est-à-dire que la croissance de la Suisse est basée sur une croissance démographique. C'est pour ça qu'on a fait des taux d'imposition pour les entreprises très basses pour les faire venir. C'est pour ça que je me suis engagé en politique, pour dénoncer tout ça. Mais là, on est parti en Suisse sur une croissance à perpète parce qu'on a les taux d'imposition des entreprises les plus bas d'Europe. Donc, est-ce que toute cette croissance artificielle pour faire venir tous ces gens en Suisse, est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce que tous les Suisses veulent une Suisse à 10 ou 12 millions d'habitants alors qu'on est 8 millions maintenant? Parce que c'est ce qu'on nous promet. Donc, je pense qu'une croissance saine, naturelle est bonne, mais une croissance artificielle dopée par la fiscalité, on va dans le mur. C'est péjoratif, en tout cas, pour les PME. Bah, disons que pour la qualité de vie des gens, déjà, est-ce qu'on a envie d'avoir une Suisse à 12 millions d'habitants? Et là, avec la fiscalité des entreprises, on se dirige là. Donc, je pense qu'une croissance, évidemment, quand on a une PME, on a envie de croître. Et ça, c'est chacun qui suit son cheminement. Mais il y a des croissances naturelles, parce qu'on a des bonnes idées, parce qu'on a une bonne entreprise, et des croissances artificielles, comme on fait en Suisse, avec la taux de fiscalité des entreprises, où on fait venir les entreprises de l'étranger pour des raisons fiscales. Et ça, c'est très négatif. Je pense que les gens en aura le bol. Ça donne des nouveaux quartiers, des nouvelles constructions, la perte de la biodiversité, de l'environnement, etc. Il me restait 2 mots, mais je pense qu'on les a évoqués, l'air de rien, réussite et avenir. Il est temps de laisser la place à Elliot. Monsieur Morand, bonjour. Donc, Bonjour. peut-on considérer que la pandémie que nous vivons actuellement est le plus gros coup de pompe depuis vos débuts? Ah, assurément. C'est-à-dire que ouais, j'ai fait 25% de baisse sur 2020, jamais une baisse comme ça. Et puis bon, quand on est commerçant, on veut vraiment ouvrir ses magasins tous les jours. Et là, il y a eu 2 mois de fermé, plus 1 mois à Genève, donc c'était catastrophique. Et avez-vous utilisé tous les moyens mis à disposition, que ce soit par le canton ou par la Confédération? Alors, de la Confédération, pour le commerce, il n'y avait que les prêts Covid. Moi, j'ai jamais fait de prêt bancaire depuis mes tout débuts. Je ne voulais pas refaire, donc je n'ai pas accédé au prêt Covid. Et autrement, il a fallu négocier les loyers avec chaque propriétaire, avec succès parfois, avec moins de succès d'autres. Mais autrement, le commerce n'est pas dans les cas de rigueur et n'est pas non plus dans les cas prévus pour avoir des aides. Donc, si vous voulez, le commerce est un peu laissé pour compte de toute cette pandémie. Je pense qu'il y a aussi 3 autres petits secteurs, mais le commerce est complètement laissé à l'abandon parce qu'il était déjà un peu. Donc, est-ce que la branche du commerce a soumis des idées, a travaillé sur des propositions qui iraient dans votre sens? La branche du commerce, le problème, c'est qu'on n'a pas de fêtière. Parce qu'en Suisse, le commerce, il y a 2 grands groupes qui ont 70% du marché, c'est Coop et Migros. Et eux, ils ont cartonné. Donc, il n'y a pas une fêtière du commerce. C'est très. Et en plus, il y a des associations de commerçants dans chaque ville, dans chaque canton. Mais on a vu, par exemple, que pour la gastronomie, pour les restaurants, ils sont beaucoup mieux organisés. Donc nous, tant que 2 enseignes ont eu 70-80% du marché, on ne sera pas représenté parce que pour les politiques, tant que Migros et Coop va, tout va. Merci, Monsieur Morand. J'ai une dernière question, c'est qu'au vu des différentes fermetures et mesures prises par le canton et la Confédération, regrettez-vous
ou pas de ne pas avoir justement plus digitalisé votre groupe, ce qui aurait peut-être pu vous permettre en quelque sorte de rester plus ouvert et accessible à vos clients? Alors, bon, j'ai vu à Genève, il y avait la possibilité de faire du pick and pay. Ça, on s'est pas mis dedans parce qu'on a 4 magasins, ça fait quand même beaucoup de personnel pour chaque magasin, donc on l'a pas fait. Et puis autrement, la vente internet en Suisse pour la mode, et ben, malheureusement, le modèle Zalando avec ses retours fait que c'est déficitaire pour tout le monde. Donc, moi, c'est un peu le système, plus on vend, plus on perd. Donc ça, je regrette évidemment pas à aucun moment de m'être lancé sur la vente internet. Et puis, ouais, et le pick and pay, peut-être qu'il y avait deux, trois autres solutions. Maintenant, voilà, on est présent dans 5 cantons. Dans chaque canton, il y avait des autres règles à des autres moments. C'était difficile de coordonner tout ça. Donc dans le futur, vous estimez qu'il y aura toujours l'alternative de ne pas passer par Internet? Pour la vente, oui. Et ça sera le public qui décide. On voit que dans les aliments, la nourriture, les gens sont prêts à vraiment acheter local, à choisir les circuits courts. Il faudrait maintenant que les gens se réveillent et se disent que le modèle Zalando, c'est le modèle le plus pourri pour l'environnement. Et j'espère qu'un jour, les gens vont le réaliser. Et là, on reviendra et la courbe retournera vers le haut. Très bien, merci Monsieur Morand. Merci beaucoup. Guillaume Morand, pour conclure, on pouvait lire dans la presse il y a quelque temps que vous avez évoqué l'idée de vendre votre groupe. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Alors, j'ai fait en fait des recherches pour vendre mon groupe il y a 2 ans. Avec l'UBS, on a été assez large. On a contacté tous les grands chausseurs, mais le marché était déjà trop pourri et personne n'était intéressé. J'ai même pas reçu d'offre. Donc, c'est maintenant le marché de détail. Vous savez, il n'y a plus grand-chose qui vaut quelque chose. On voit même les grands groupes suisses que j'ai cités tout à l'heure ont été vendus pour une bouchée de pain parce qu'ils sont déficitaires. Donc, en fait, le marché de détail est au tapis. Vous restez optimiste? Vous avez encore envie de vous battre dans les années à venir? Alors moi, je suis positif de nature. Maintenant, je vais continuer à me battre pour essayer de faire marcher mon business et que tous les gens qui travaillent pour moi aient leur salaire. Mais j'ai plus toutes les cordes dans mes mains. Ça a beaucoup changé. Toute cette histoire d'Internet, je pense pas qu'on va dans la bonne direction. Que de se faire livrer tous les gens chez eux comme ça, je trouve que c'est pas la bonne direction. Qu'est-ce qu'on peut, pour terminer sur une note positive, vous souhaiter pour 2021, dans l'immédiat maintenant? Moi, si je retrouve les chiffres de 2019, je suis heureux. On voit que il y a quand même énormément de gens qui continuent à aller dans les magasins traditionnels. Ça représente toujours la majorité des gens. Le service à la clientèle, tout ça est irremplaçable. Donc moi, on peut me souhaiter d'avoir des bons chiffres et de continuer là-dedans. Maintenant, l'avenir du marché de détail, je veux dire, il est très, très incertain. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup, c'est sympa de m'avoir invité pour cette Et première merci beaucoup d'être venu pour cette première émission de B2B. À bientôt, Guillaume Morand. À bientôt, merci beaucoup. Et nous, on se retrouve tout bientôt aussi pour découvrir de nouveaux entrepreneurs dans la région et de nouvelles entreprises. À bientôt dans B2B.